suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Donc Pierre Lubin, tu es cofondateur de plusieurs sociétés de conseil et de fintech, Fairman, Granada et d'autres encore que tu vas nous présenter. Merci de nous recevoir dans tes bureaux à Hong Kong. Donc c'est assez excitant parce que c'est mon premier épisode qui va toucher à la fintech, à la finance, au monde bancaire. Et comme on est à Hong Kong, c'est un gros secteur d'activité. Mais pour commencer, est-ce que tu peux brièvement te présenter et présenter ton activité principale? Enfin, tu as plusieurs, donc tes activités, disons. Avec plaisir. Raphaël, déjà merci de ton invitation. Je suis très très content de participer à ce podcast. Donc pour me présenter, donc Pierre Lubin, tu l'as déjà dit, je travaille dans le secteur de l'industrie financière depuis maintenant 20 ans. J'ai commencé ma carrière au sein d'une banque qui s'appelle BNP Paribas. Dans le trading, j'ai fait 10 ans de conseil dans un cabinet qui s'appelle Altran, une très grosse une société de 25 000 personnes. Et j'ai décidé de quitter Altran donc en 2009 pour m'installer, donc créer ma propre société de conseil qui s'appelle Fairman. Donc Fairman Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie et en management. Donc en fait, pour faire simple, on aide des banques importantes, des banques comme BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, à se restructurer, à être plus efficaces, à gagner en agilité. Donc ça, on fait ça depuis une dizaine d'années. Donc nos compétiteurs, pour les auditeurs qui sont là, ce sont des sociétés comme KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, pour ne citer que les plus prestigieuses. Donc Fairman, on a créé ça il y a 10 ans. On a une société à Paris, on a une société au Luxembourg, une société à Hong Kong et à Singapour. Et donc avec mon associé, on s'est réparti les tâches puisqu'on a initialement créé à Paris. Je suis venu à Hong Kong en 2015 pour accélérer le développement en Asie, mais aussi parce que j'avais un projet personnel. L'Asie m'intéressait particulièrement, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici en 2015. D'accord. Donc ton arrivée en Asie en 2015, comment ça s'est passé? J'imagine que tu étais déjà venu en business trip, que tu connaissais déjà un peu. Mais est-ce que tu as été surpris par certains aspects de démarrer ton activité ici? Raconte-nous comment ça s'est passé l'arrivée. Alors, j'aimerais juste revenir peut-être un tout petit peu en arrière, puisque je suis venu pour la première fois en Asie en 2009. D'accord. Donc, en transition entre ma société précédente et la création de ma société Fairman en 2010. Mes parents habitaient en Chine, donc je suis venu leur rendre visite en 2009 et j'ai découvert la Chine et je suis passé par Hong Kong. Et c'est vrai qu'Hong Kong m'a absolument fasciné. Je connaissais pas du tout l'Asie, je connaissais pas les langues asiatiques, je ne connaissais pas la culture, la relation au temps, à la religion, aux ancêtres. J'ai trouvé ça absolument fascinant et ça m'a donné envie vraiment de le découvrir. Donc j'allais dire, quand j'ai créé ma propre société, je me suis dit j'ai la chance d'être entrepreneur, de pouvoir décider par moi-même, de faire mes propres choix. Et donc un des choix, les tout premiers que j'ai pu faire, ça a été de créer cette société à Hong Kong le plus rapidement possible pour quelque part espérer pouvoir venir un jour. Et donc j'ai travaillé pour ça entre 2010 et 2014. En 2014, on a ouvert le bureau et je suis venu en 2015. Et donc pourquoi Hong Kong en Asie? Peut-être c'était une question sous-jacente que tu avais. Tout à fait. C'est les questions et les réponses, c'est parfait, vas-y. Donc on avait le choix, on s'est dit en Asie on travaille pour des banques qui sont globales, donc on doit les accompagner globalement. Il est vrai que Hong Kong, on hésitait entre Hong Kong et Singapour, et Hong Kong s'est imposé d'elle-même puisque le hub, je veux dire les centres de décision de nos clients sont Hong Kong plus que Singapour. Donc ça c'était un premier élément qui nous a poussé à venir à Hong Kong. Un second... Est-ce que c'est les banques françaises? Parce que Singapour est aussi un hub financier important. Mais tout à fait. C'est un débat qui revient dans chaque épisode, le débat Hong Kong versus Singapour, donc c'est intéressant aussi. Alors effectivement, tu as raison de le préciser, le hub des banques françaises est à Hong Kong. C'était pas forcément le cas évidemment pour les banques singapouriennes. Il y a certaines banques étrangères qui ont un prisme plutôt singapourien que hongkongais, mais il est vrai que Hong Kong est beaucoup plus important. C'est la 3e place financière du monde, donc il y a beaucoup plus de potentiel dans le secteur d'activité qui est le nôtre à Hong Kong qu'à Singapour.
Donc ça, c'était une première raison qui nous a poussé à venir à Hong Kong. Et puis la deuxième raison essentielle, c'est que c'est le pragmatisme. C'est vrai que c'est quand même une place. Enfin, toi, Raphaël, qui est en Asie depuis très longtemps, tu sais qu'à Hong Kong, c'est très simple de créer une société, c'est très simple d'obtenir un visa, c'est très simple de convertir son permis de conduire, c'est simple de louer un appartement ou une maison. Donc cette extrême quand on a les moyens, sur le dernier point tout de même. C'est vrai. C'est vrai qu'Hong Kong, c'est quand même une ville excessivement chère. Donc c'est vrai que entreprendre à Hong Kong, c'est un vrai choix. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que Hong Kong est la bonne place pour se lancer, en tout cas? Néanmoins, il y a encore des opportunités. Et il y a ce pragmatisme, cette efficacité qui, moi, m'a toujours surpris. Et les jours passant, ça fait maintenant 5 ans et demi que je suis à Hong Kong, et je suis toujours autant fasciné par cette efficacité et par vraiment la grande gentillesse des Hongkongais. Vraiment. J'insiste sur ce point-là. C'est difficile de comprendre quand on arrive. Tu parlais de choc dans ta question tout à l'heure. Quel était le choc? Le premier choc, c'est effectivement ce choc de culture où on voit des personnes qui sont sur leur téléphone portable, qui sont où le contact humain, nous qui sommes latins, on a un contact humain qui est très important. On a un contact visuel, on a un contact physique avec les personnes. C'est vrai qu'à Hong Kong, on a une distance. Au-delà du Covid, on a une distance de toute façon avec les gens dans le métro, dans la rue, etc. Mais passer ça, une fois qu'on a compris la manière dont ça fonctionnait, moi je me suis énormément attaché. J'ai beaucoup d'amis maintenant hongkongais et c'est un plaisir d'être là, vraiment. D'accord. Et donc tu parlais de Hong Kong et de Singapour, donc ton point de vue sur Hong Kong est très clair, mais vu la situation actuelle, comment est-ce que vu que tu es présent sur des deux côtés, tu as aussi des bureaux et des employés sur Singapour, comment est-ce que tu vois la situation et comment tu vois les choses évoluer dans les années qui viennent? On parle d'un mouvement de Hong Kong vers Singapour. Est-ce que tu es d'accord? Comment tu vois ça? Alors, si je le regarde sur le prisme purement bancaire, il est clair que la quantité, la masse monétaire, la masse financière qui s'est déplacée de Hong Kong vers Singapour est absolument colossale. Les banques singapouriennes ont collecté 3 fois plus de dépôts qu'elles n'avaient pu le faire les années précédentes. Donc il y a effectivement une crainte. Alors qui ne date pas de cette année ou même de l'année dernière avec les protestes. Je pense que c'est quelque chose de latent qui date depuis assez longtemps. Même quand je suis arrivé il y a 5 ans et demi, on entendait parler des tycoons qui commençaient à désinvestir, qui a déleveragé leur position sur Hong Kong pour aller investir sur d'autres places, pas forcément uniquement Singapour, sur d'autres en Europe également. Et là, on sent qu'il y a une accélération. On sent, enfin, du moins dans le domaine bancaire, on sent cette accélération-là. Donc maintenant, est-ce que Hong Kong, est-ce qu'il y aura un impact très fort pour Hong Kong pour les prochaines années? La situation politique, elle est particulière. La loi de sécurité nationale, on voit les mouvements citoyens en ce moment. Est-ce que ça aura un impact? Personnellement, je pense que oui. Je pense que ça aura un impact. Il y a une intégration plus forte de Hong Kong dans la Chine. Est-ce que ça sera au profit de Singapour? Je ne sais pas. Hong Kong, pour moi, c'est vraiment une singularité. En Asie, il n'y a pas de place équivalente. On peut, en tant qu'investisseur, venir à Hong Kong, investir dans un cadre juridique qui est le common law, qui est extrêmement rassurant et qui est connu partout dans le monde. Ça, cet aspect-là, il est très rassurant. Un investisseur qui hésite entre investir dans une société directement en Chine ou passer par Hong Kong, il a tout intérêt à passer par Hong Kong aujourd'hui. Et cette singularité dans le droit, cette singularité dans les affaires, pour moi, Singapour n'est pas équivalente à Hong Kong et c'est pour ça que Hong Kong va garder sa particularité encore quelques années. Après, je ne sais pas du tout ce qui se passera à l'avenir. D'accord, très bien. Je voudrais juste revenir sur ton activité principale, Fairman, donc du conseil aux banques pour le néophyte que je suis, et beaucoup de gens qui écoutent ce podcast le sauront aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement qu'est-ce que tu offres comme service? Et deuxième question en même temps, quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as suivi des clients existants en Europe? Comment tu t'es adapté au marché hongkongais? Comment tu t'es développé sur Hong Kong? Alors je vais répondre à la deuxième question, puis ça me permettra d'enchaîner sur la première. Donc oui, on accompagne des banques qui sont globales. Donc je citais BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, qui sont des banques qui sont présentes sur l'ensemble des continents. Ces banques, le fait qu'on ait une connaissance, je vais dire, globale de leur organisation, a été un avantage compétitif par rapport à certains acteurs qui sont peut-être un peu plus locaux.
C'est-à-dire qu'avoir une compréhension du mode de fonctionnement de ces banques en centrale, quand je dis en centrale, donc pour les banques françaises en France, pour les banques belges en Belgique, etc., d'avoir cette compréhension-là et d'être capable de faire le trait d'union entre le central et le régional, ça a été vraiment quelque chose qui a été extrêmement apprécié et qui a fait que on a gagné beaucoup de projets assez rapidement. Quand bien même on n'avait pas forcément beaucoup de contacts. On a été introduit par des personnes en France qui nous ont transmis des contacts de de personnes qu'ils connaissaient qui étaient positionnées à Hong Kong, mais que nous ne connaissions pas, et donc ça nous a permis de développer assez rapidement nos activités ici de conseil. Alors qu'est-ce qu'on fait en termes de conseil? Donc quel est nos domaines de spécialité? Donc on a 3 domaines. Le premier, c'est l'adaptation réglementaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des lois. Il y a des lois qui sont votées et qui impactent le système financier. Par exemple, le blanchiment, des lois qui luttent contre le blanchiment d'argent. Ces lois ont un impact sur les banques, sur la manière dont elles travaillent, dans la manière dont elles communiquent leurs opérations auprès des régulateurs. Si par exemple toi, Raphaël, tu transfères de l'argent de ton compte bancaire de Hong Kong vers la France et que tu le fais régulièrement, ça va déclencher un système d'alerte. À Paris, à Bercy, le ministère des Finances va dire tiens, c'est étonnant, d'où vient cet argent? Pourquoi il y a un transfert régulier entre Hong Kong? Donc faut pas le faire de manière régulière, c'est ça que je note. Le premier conseil. Effectivement, il y a des patterns, enfin qui sont déterminés, et ça peut alerter quand c'est trop. La régularité, la fréquence est un élément qui peut déclencher des alertes. Voilà. Donc il y a des lois qui sont promulguées dans les différentes régions du monde, et donc qui viennent qui doivent être mises en application dans les banques, et donc nous on aide les banques à comprendre ces lois et à les mettre en application chez eux. Donc ça c'est un premier point. La banque, c'est simple, ce sont des hommes et des femmes et des systèmes d'information. Donc il faut adapter sans arrêt les systèmes d'information à mieux gérer le blanchiment la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, etc., etc. Donc ça c'est un premier pan d'activité qui est commun à beaucoup de sociétés de conseil dans le monde. Le deuxième, c'est tout ce qui est organisation. La banque, c'est une industrie comme une autre, donc elle fabrique pas des téléphones, elle fabrique des produits financiers. Il faut sans arrêt offrir un meilleur service à son client. Il faut sans arrêt, gagner en souplesse, en agilité, tout en réduisant ses risques. Donc cette adaptation perpétuelle, comme dans tout type d'industrie d'ailleurs, elles ont besoin de sociétés de conseil pour avoir des bonnes pratiques. C'est-à-dire, mais que fait, moi je suis BNP Paribas, que fait HSBC, je suis intéressé, qu'a fait JP Morgan, qu'a fait telle entreprise. Et donc nous, travaillons pour différentes banques, on acquiert de l'expérience et on est capable d'apporter cette expérience aux différentes banques en disant voilà, il faut que vous améliorez tel et tel service, gagner en efficacité. Souvent, il y a un sous-jacent qui est la réduction des coûts. Les banques se disent on dépense trop d'argent, il faut qu'on réduise. Et donc, il y a des projets d'offshoring, par exemple. C'est de se dire ce que je fais à Hong Kong avec des opérations à Hong Kong, si je le faisais en Inde, avec le même nombre de personnes, ça me coûterait beaucoup moins cher. Alors après, est-ce que c'est tout aussi efficace? Mais là, c'est un autre débat. Quelque part de benchmarker ce que vous pouvez faire, parce que vous travaillez avec plusieurs banques, mais sans trahir les secrets de vos clients, j'imagine. Exactement. On signe des accords de confidentialité. Donc, quand on fait de la stratégie pure, en général, enfin, c'est pas en général, on respecte strictement la confidentialité, on ne dévoile rien. Quand on est dans la mise en œuvre d'un projet, quel qu'il soit, on est moins soumis à cette confidentialité et elle peut être transposée, elle est souvent transposable d'une organisation à une autre. D'accord. Donc voilà principalement nos activités dans le domaine bancaire. Et donc on travaille pour des banques, enfin pour tout ce qui est marché financier, donc ce qu'on appelle banque de financement et d'investissement. Donc la banque finance des grandes entreprises pour lancer des projets. On travaille beaucoup pour des banques privées et de la gestion d'actifs. Donc ça, c'est les secteurs d'activité principaux que l'on adresse aujourd'hui. D'accord. Et donc cette activité première t'a amené à monter plusieurs startups, plusieurs fintech. Alors je connaissais Granada, je découvre qu'il y en a plus. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus? Et donc ça a été une succession de projets. Est-ce qu'il y a une logique? Les projets se sont enchaînés. Comment ça s'est passé?
Alors c'est très logique, c'est-à-dire que depuis quelques années, on va dire depuis 6 ou 7 ans, nous travaillons sur ce qu'on appelle des plans de rémédiation. Donc un plan de rémédiation, c'est on a un problème, il faut trouver une solution, et donc le plan de rémédiation, c'est un plan qui vise à bon, je vais prendre un exemple, ça sera certainement beaucoup plus parlant. Quand tu ouvres un compte dans une banque, que tu vas voir HSBC à Hong Kong, alors tu sais la difficulté que c'est d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong, hein, en tant que particulier ou même en tant qu'entreprise. Il y a un process. Donc, on te demande ton passeport, on te demande une pièce d'identité, enfin, toute pièce d'identité possible, on te demande des quittances de loyer, on te demande des salaires, des bulletins de salaire, etc. Tout ça, c'est un process. Il s'avère que, donc, ça s'appelle le KYC, le Know Your Customer. Le Know Your Customer, en fonction de si tu ouvres un compte bancaire à Hong Kong, à Singapour, en France, à Londres ou partout dans le monde, les process sont différents. Ça ne répond pas aux mêmes lois. Donc, on parlait tout à l'heure de lois. Les banques se mettent en conformité avec certaines lois. Eh bien, les lois sont différentes d'un pays à un autre. Donc, nous, on travaillait beaucoup sur aider les banques à faire en sorte qu'elles respectent la loi du pays quand elles ouvrent un compte bancaire pour une entreprise ou pour un individu. Il s'avère que souvent les banques gèrent assez mal, quand bien même elles investissent des centaines de millions d'euros dans ces programmes-là. Elles le font assez mal, c'est très manuel, elles perdent des papiers, c'est pas du tout automatisé, c'est pas du tout digitalisé, et donc elles se retrouvent avec... Là, tu parles du KYC sur chaque client, c'est ça? À chaque fois, faire une petite enquête. Exactement. Ok. Exactement. Ouais. Et donc les banques le font assez mal et elles se retrouvent rapidement dépassées avec des milliers de dossiers qui sont en retard. Et donc le régulateur leur tape sur les doigts en disant vous ne faites pas correctement votre travail. Et donc ça lance souvent des plans de rémédiation. Elles font appel à des cabinets externes comme le nôtre pour dire voilà, on a un stock de clients, on a pas correctement fait notre travail et il faut épurer ce stock le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce que l'on faisait pendant des années. Parallèlement à ça, on faisait beaucoup de recherches sur des technologies. On regardait la blockchain, on regardait l'intelligence artificielle, on regardait le machine learning, on regardait le natural language processing, le NLP, on regardait tout ça. Et en fait, en 2016, donc j'étais avec un de mes collaborateurs et on a eu une idée, on a fait émerger une idée qui était de dire pourquoi on n'essaierait pas de digitaliser ou du moins d'utiliser une de ces technologies-là pour améliorer ce qu'on appelle le KYC, donc le Know Your Customer. Et donc, on a fait émerger une idée qui était de créer une communauté, une plateforme, qui permettrait d'échanger les données clients entre banques. Parce que si toi, Raphaël, tu ouvres un compte chez HSBC et qu'une semaine après, tu ouvres un compte dans une autre banque, Standard Chartered, on va te redemander exactement la même chose. Nous, ce que l'on dit, c'est que c'est dommage. HSBC pourrait partager les données qu'elle a sur toi, avec ton consentement, bien sûr, auprès de Standard Chartered, et puis éventuellement auprès de JP Morgan. Parce que toi, en tant que particulier, tu as peut-être 2, 3 comptes bancaires. Les entreprises en ont des dizaines, voire des centaines. Donc Granada est né de cette histoire-là. Et donc, on a créé cette société, donc qui est incubée dans notre cabinet de conseil. D'où vient le nom Granada? Alors, ça vient du fruit de la grenade. Ouais. En fait, donc la grenade, c'est un fruit avec une peau assez dure. À l'extérieur, et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle des arilles, ces toutes petites sur le pulpe autour. Hein. Exactement. Donc ce sont et il y avait une forme d'analogie avec donc une peau extrêmement dure, un fruit dur à pénétrer, donc cette forme de sécurisation de là, et ces arilles il y avait une analogie avec les blocs d'une chaîne, donc la blockchain, vu qu'on utilise la blockchain comme technologie. D'accord. Donc voilà, on a essayé de créer une histoire. Je me doutais qu'il y avait une histoire derrière, mais j'arrivais pas à deviner. Voilà. Donc, ok, très clair. Et symboliquement, c'est un fruit qui est, le grenadier, c'est l'arbre de la vie. C'est un fruit qu'on utilise en Asie, dans les mariages. C'est un fruit qui porte comme symbolique la fertilité, la vie. Donc c'était aussi cette symbolique-là qu'il y avait derrière. D'accord. Donc vas-y, je t'ai interrompu. Donc Granada, là, tu commençais à nous expliquer. Voilà, donc Granada, donc on a créé cette plateforme, et donc on a rapidement, j'allais dire, obtenu un financement auprès d'une banque qui s'appelle BNP Paribas en 2017 pour lancer un proof of concept. Et puis on a fait différents proof of concept et on continue à faire différents proof of concept en Asie, en Europe.
sur cette thématique. Donc ça, c'est une des sociétés que l'on a, ou un des concepts que l'on a créé. Il y en a d'autres. Et il n'y a pas de réticence des banques, parce que ce que tu dis de partager l'information sur leurs clients, à la fois, ça fait totalement sens, mais on peut se dire, est-ce que c'est pas aider l'adversaire? Est-ce qu'ils sont pas réticents de partager l'information? Non, c'est un problème que tu dois gérer, ça. Alors c'est une très bonne question. Oui, on est confronté à ça tout le temps. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte, et on se rend pas compte quand on est un particulier en dehors de la banque, ou même une entreprise d'ailleurs. Les banques investissent des centaines de millions d'euros pour se mettre en conformité. Donc c'est un investissement, je veux dire investissement annuel. C'est un investissement qui est très très lourd, qui coûte énormément d'argent. Et malheureusement, le KYC est un avantage compétitif. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que si moi, HSBC, je suis meilleur que la compétition pour faire mon KYC, que c'est plus efficace, que c'est plus rapide, nécessairement les clients vont aller avec moi, donc je vais faire plus de business. D'accord. Donc il y a bien sûr qu'il y a une réticence très forte. C'est-à-dire que il y a une réticence très forte à partager, bien sûr. Donc nous, on a essayé modestement de répondre à cette problématique en payant, en monétisant. Donc tu les rémunères en fait. Donc on les rémunère. Plus fort et d'accord. On les rémunère. Maintenant, est-ce qu'ils considèrent que la rémunération grâce au partage de KYC est supérieure au manque à gagner potentiel s'ils perdent un business? C'est une question de mentalité. Je pense que les mentalités ça va prendre du temps. Je suis intimement convaincu que ce genre de solutions émergeront, ou d'ailleurs ça commence à émerger. Il est certain que dans le futur, c'est ce qu'on aura. Maintenant, c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. Et pourquoi la blockchain? La blockchain s'imposait comme solution technologique pour résoudre ce problème? Alors pas du tout. On n'était pas du tout parti. C'est juste du marketing? Alors effectivement, c'est souvent. Il y a toujours un aspect marketing, il faut pas le nier, mais absolument. Tu as tout à fait raison. On n'était pas du tout parti sur la blockchain au départ. On était parti sur une base de données centralisée, une technologie tout à fait classique. Et rapidement, on s'est dit il y a quand même la donnée personnelle. Moi, je suis extrêmement sensible à le RGPD, le règlement général de la protection de la donnée. Donc, on a la chance en Europe d'avoir un cadre législatif réglementaire qui protège le citoyen, même si c'est assez mal mis en application encore. Mais donc, moi, je suis extrêmement sensible à la protection de la donnée, au respect de la propriété. Je suis extrêmement sensible à ça. Donc, quelque part, par le biais de Granada, c'était aussi introduire cette protection de la donnée. Et il s'avère que la technologie, la blockchain, nous permet de nous mettre en conformité avec la protection de la donnée. C'est-à-dire que on ne stocke, nous, rien sur la blockchain, puisque, comme tu le sais, la blockchain, si on stocke une donnée sur la blockchain, elle est immuable, on ne peut plus l'enlever. Donc, on ne peut pas stocker la donnée personnelle de quelqu'un sur la blockchain, puisque si cette personne veut qu'on l'enlève, on ne pourra pas. Donc, grâce à la blockchain, on permet à l'individu de protéger ces données, parce que c'est une technologie qui sécurise l'échange, le partage. Donc on sait que la donnée ne sera pas hackée. Donc ça, c'est une des propriétés de la blockchain qui est très intéressante, la sécurisation. Et on stocke le consentement du client. C'est-à-dire que, comme tu le sais, il faut un consentement. Le client doit donner son accord pour dire « je souhaite bien partager ma donnée ». Eh bien, nous, on stocke sur la blockchain ce consentement-là. Il est immuable. Le client a donné son accord, peut y avoir accès. Il sait à tout moment quelles sont les données que la banque peut avoir sur lui. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons-là, la blockchain s'est imposée comme une solution technologique bien plus intéressante que n'importe quelle autre technologie. D'accord, ok. Donc ça va au-delà du marketing, il y a de vraies raisons technologiques pour l'utiliser. Mais ça nous a pris du temps pour comprendre tout ça. Ça nous a pris énormément de temps pour comprendre tout ça, parce que la blockchain, ça coûte beaucoup plus cher, c'est une technologie qui n'est pas mature. Donc c'était au-delà du marketing. Alors évidemment, il y a un effet marketing. Ça permet de rencontrer énormément de personnes qui s'intéressent à la blockchain, qui comprenaient peut-être pas trop ce que ça apportait il y a 4 ans. Maintenant, j'allais dire, presque tout le monde comprend ce que ça peut apporter. Mais non, il y a des vraies raisons pour lesquelles on a. Est-ce qu'il y a eu un effet de mode blockchain? Tu suis un peu l'actualité en général. Il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Il y avait des projets qui éclosaient dans tous les sens, donc dans le fintech, mais même dans le luxe pour certifier la conformité des produits dans le luxe. Voilà, chaque industrie regardait comment utiliser la blockchain. Maintenant, on parle encore de crypto. La crypto atteint des sommets de nouveau. Il y a PayPal qui a fait une annonce importante il y a pas longtemps. J'ai vu que Airbnb, je crois que c'est sorti aujourd'hui aussi par les cryptos. Mais toi qui est partie prenante là-dedans, la blockchain, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un effet de mode?
qui passe, ou est-ce que tous les projets qui ont éclos il y a quelques années continuent comme le tien à évoluer? Alors, moi, je suis intimement convaincu que la blockchain est une technologie qui émergera et qui fera plus qu'émerger. Ça sera au cœur de notre économie. J'en suis absolument convaincu. Maintenant, il y a effectivement un effet de mode. Il y a des milliers de sociétés qui se créent chaque année avec des use cases qui sont très intéressants. Maintenant, c'est comme toute bulle. Sur 1000 ou 10 000 sociétés qui se créent, il n'en restera qu'une poignée à la fin. Donc on est dans cette course-là, c'est une course mondiale. Si je reviens sur le KYC ou le KYS, le Know Your Supplier, qui est une autre de nos solutions qui s'appelle Citrus, qui est très similaire au KYC. Mais il y a des milliers de concepts qui se créent partout dans le monde. Je suis approché presque tous les 2 jours par des sociétés au Vietnam, en Ukraine, en Lituanie, en France, qui créent qui ont des use cases utilisant la blockchain. Maintenant, il faut faire la distinction. Tu parlais de crypto tout à l'heure. La blockchain, il faut bien faire la distinction. Il y a des blockchains publiques, il y a des blockchains privées. La blockchain publique, Bitcoin par exemple, Bitcoin utilise une blockchain publique. Ethereum, c'est une autre blockchain publique. Et il y en a des centaines. Et il y a parallèlement à ça des blockchains privées. C'est un mode de fonctionnement qui est assez différent. On utilise des propriétés peut-être similaires sur la sécurisation de l'information, sur le côté immuable de l'information, donc les propriétés évidemment communes. Néanmoins, la différence fondamentale, c'est que sur une blockchain privée, ce sont des acteurs, des entités qui s'entendent pour partager dans un environnement fermé, uniquement entre ces acteurs-là, partager des choses. Donc moi, je pense, ce n'est que mon opinion, je pense que il y aura d'abord ce qui va émerger en premier, ce sera dans le domaine de l'industrie, pardon. C'est-à-dire dans le domaine du corporate, des banques qui veulent coopérer, des corporates qui veulent coopérer, des corporates et des banques qui veulent coopérer. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y aura d'abord des blockchains privées qui vont émerger, des concepts privés, par le principe d'interopérabilité, c'est-à-dire on pourra connecter les blockchains les unes avec les autres. Celle de BNP Paribas communiquera avec un consortium qui a été créé aux États-Unis par JP Morgan, qui communiquera avec un consortium en Lituanie, etc. Et en fait, l'émergence de ces concepts de blockchain privée donnera peut-être lieu à des concepts plus orientés blockchain public. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais moi je pense que c'est le sens de l'histoire. Donc oui, pour répondre à ta question, je suis intimement convaincu que la blockchain sera très utilisée à l'avenir. Et tu as commencé donc à nous parler de Citrus, qui est donc un autre projet. Il y a quoi? Il y a 3 projets de start-up que tu incubes quelque part, c'est ça? Oui, il y en a plus que ça. Oui, enfin, c'est ça quand tu parle-nous des 3 principaux dans ce cas-là. On a parlé de Granada, tu as commencé à introduire Citrus. Alors Citrus, c'est un peu l'autre face d'une même pièce. C'est-à-dire que si tu prends une pièce, t'as le côté recto-verso, le côté recto, t'as le KYC, et t'as le côté verso qui est le KYS, le Know Your Supplier. D'accord. Et là, je cherche pourquoi Citrus, là, il doit y avoir une algorithme. On est un peu dans la salade de fruits, donc on a Granada, j'ai une autre solution que j'ai créée, la toute première qui s'appelait Kiwi, et Citrus. Non, il y a moins d'histoire. Chercher acidité ou quoi, j'arrivais pas à trouver. Non, il y a moins de symbolique que pour Granada. La banane en Asie, la banane a une symbolique. On parle de banane pour les étrangers qui se prennent pour des asiatiques. D'accord. À l'inverse de l'œuf dur. Ah, je ne connaissais pas. Qui est un asiatique, qui est jaune à l'intérieur et blanc à l'extérieur. Un asiatique occidentalisé. D'accord. Non, donc pas de banane, mais tu fais bien de me le dire, donc je pense qu'on n'utilisera pas ce terme-là pour nos prochaines solutions, pour pas avoir de connotation. Non, Citrus, donc dans le KYS, donc c'est assez simple à comprendre. Une entreprise est à la fois à des clients, mais elle a des fournisseurs. Donc toute la pression réglementaire sur la partie KYC est en train de se mettre sur la partie fournisseur. Je prends un exemple très simple. Tu sais, il y a quelques années, il y a une usine au Bangladesh qui s'est écroulée. Il y a eu 3000 morts. La question, c'est qui a la responsabilité de cette entreprise qui fabrique du textile au Bangladesh? Est-ce que c'est cette entreprise-là qui a pas suivi les règles d'hygiène sanitaire, de construction, je ne sais quoi, ou est-ce que la responsabilité, elle est portée par l'entreprise finale qui fait fabriquer le textile, à savoir, je crois que c'était CA ou Carrefour ou quelque chose comme ça. Donc là, le régulateur en France, en tout cas, dit la responsabilité, elle porte sur celui qui est le commanditaire final.
Donc en l'occurrence Carrefour, CA. Donc eux, ces industries-là, ils ont une pression terrible. Ils doivent connaître leurs fournisseurs, ils doivent connaître les fournisseurs de leurs fournisseurs, ils doivent connaître les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Donc on a une solution qui s'appelle Citrus qui vise là aussi à partager les données sur les fournisseurs. Et donc à partager entre corporates. Donc Carrefour a certainement des fournisseurs en commun avec Leclerc, avec Auchan, avec Walmart, avec Tesco. Donc pareil, de créer un environnement qui permettrait de partager ça. D'accord. Donc ça peut partager sur un niveau de qualité de ses fournisseurs. Enfin, est-ce que leur service est de qualité? Ça peut Par être exemple, sur leur solidité financière. Enfin, on peut imaginer toutes les informations qui t'intéressent sur un supplier qui seraient partagées par ce système quelque part. exactement. On est dans un modèle qu'on appelle un modèle mou technologiquement, c'est-à-dire qu'on peut intégrer n'importe quel type de data. Maintenant, on a quand même défini les data, donc on a des données éthiques, des données sociales, des données financières, des données de gouvernance. Donc les principes de CSR, Corporate Social Responsibility, on appelle ça ESG dans le monde financier, donc environnement social gouvernance. Donc on a défini, j'allais dire, un cadre avec des datas bien précises que l'on souhaite partager. Mais après on peut rajouter ce que l'on veut et on a bien sûr on peut partager sur la qualité des services rendus. On peut donner un rating un peu sur j'aime pas le mot ubérisation parce que c'est une connotation qui peut être négative, mais partager un rating sur le fournisseur en disant ce fournisseur est diligent, ce fournisseur a une qualité de service qui est très bonne, et donc de partager ça peut aussi présenter un intérêt. Maintenant, les corporates, quand elles détiennent un fournisseur de grande qualité, elles n'ont pas toujours envie de partager ce fournisseur-là. Elles préfèrent se le garder pour elles. Mais encore une fois, c'est le sens de l'histoire. On va vers la construction, j'allais dire, de communautés. Ça existe déjà. Enfin, dans le domaine bancaire, il y a le GIE carte bancaire, par exemple. C'est un consortium qui fonctionne, qui a mis du temps à émerger. Mais donc, c'est le sens de l'histoire. Moi, je pense qu'on va passer de la compétition à la coopétition, qui est un mode hybride entre la compétition et la coopération. D'accord, ouais. Mais sachant qu'en étant placé à Hong Kong, enfin, en termes de fournisseurs, pour au moins sur le côté Chine usine du monde, il y a beaucoup de fournisseurs de l'autre côté de la frontière. Et c'est intéressant, quoi. En tant que consommateur, on va aller regarder sur Amazon la qualité d'un produit, qu'une entreprise ait envie d'avoir, comme tu dis, une sorte de rating comme ça, c'est intéressant. Ça commence à arriver un petit peu sur des Alibaba. Enfin, j'imagine que tu dis fournisseur au sens large du terme, mais là je pense à l'usine, le côté vraiment sourcing. Sur Alibaba, t'as des labels, etc. pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans cette pagaille, hein, parce que quand tu fais du sourcing en Chine, c'est complexe. C'est exactement ça. On sent le projet complexe à mettre en place, mais avec un gros potentiel, quoi. Il y a un vrai besoin, quoi. Ouais. Exactement. Il y a un vrai besoin. On discute beaucoup avec des organismes comme Carrefour, Bouygues Construction, Schneider, BNP Paribas, Société Générale. Enfin, dans le domaine du supplier, elles ont toutes des problèmes. Hein. Bouygues Construction, ils ont des centaines de milliers de fournisseurs. C'est colossal. Hein. Donc ils doivent gérer ça partout dans le monde. Enfin, c'est extrêmement complexe à gérer. Donc ils ont besoin de solutions data avec de la data de qualité. Parce que la data, il y en a, on en possède de la data, mais la data, elle est jamais très fraîche, elle est obsolète, elle est mal saisie, il y a du risque opérationnel. Donc voilà. Mais ce qui sous-tend quelque part la logique de Know Your Supplier, c'est la pression réglementaire. Il y a une pression réglementaire très forte, qui s'impose et donc qui vient, j'allais dire, accélérer ces programmes de meilleure connaissance de son fournisseur. Ok. Donc Canada, Citrus, on a fait le tour des projets principaux dont tu voulais nous parler. Fairman, bien sûr, qui te fait vivre et qui finance tous ces projets. Fairman est un peu la maison mère qui incube différents projets innovants. Exactement. Ok. T'as commencé à citer ton intérêt pour la culture chinoise. Tu m'as cité un livre. Tu m'as dit que tu lisais pas mal sur la Chine. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, enfin, je trouve qu'à Hong Kong, c'est assez rare les expatriés qui ont cet intérêt pour la culture chinoise. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et tu peux me dire, si par exemple t'as un livre que tu aimerais citer. Ah oui, alors moi, ce qui m'a fasciné, j'aime beaucoup les gens. Enfin, voilà. Donc, ce qui m'a fasciné quand je suis venu en Chine en 2009. C'est le contact que j'ai pu avoir et de me rendre compte que je comprenais pas. On avait du mal à se comprendre. Je parle au-delà de la langue, évidemment. Tu parles chinois. Alors, j'ai pris des cours de mandarin. Là, je prends des cours de cantonais en ce moment. Voilà, donc c'est incroyable le petit effort
à faire, qui est finalement pas si important que ça, cet petit effort-là, la gentillesse et la bienveillance que ça génère, l'extrême bienveillance. À Hong Kong, je te parlais des gens tout à l'heure, des Hongkongais que je trouve fascinants, extrêmement bienveillants. Je le vois, je parle très très mal le cantonais, mais les quelques mots de vocabulaire que j'arrive à prononcer, à dire, tout de suite, ça crée un climat de confiance. Et ça, c'est absolument génial. Mais pour revenir, ça marche moins bien avec le mandarin. Enfin, j'étais assez paresseux sur le cantonais, moi. Je reste un peu en mandarin Hong Kong. Et c'est parfois les gens l'accueillent très bien. Parfois, j'ai été jusqu'à la menace de mort, pour te dire, sans exagérer, dans un magasin, mais non, mais je note, faut se mettre au cantonais, c'est partie de mes projets, enfin, j'ai tenté à plusieurs reprises, mais je te tire mon chapeau parce que c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Alors, je parle très très mal et j'en suis au début, mais c'est un petit effort à faire et qui génère beaucoup de sympathie. Non, la culture chinoise, moi, elle m'a toujours fasciné. Pour moi, Hong Kong, c'était une étape transitoire pour justement pouvoir aller sur la Chine. Bon, le contexte politique en ce moment me fait peut-être aussi un petit peu changer d'avis sur mes envies d'aller m'installer en Chine, mais c'est autre chose. Mais je n'ai pas perdu l'intérêt historique et culturel que je peux avoir. Donc en 2009, j'ai découvert ça, je ne comprenais rien. Les seules choses qui ont permis de me rapprocher quelque part, c'est la gastronomie, le vecteur gastronomique. Moi, je trouve que on a la chance en France d'avoir une gastronomie et la Chine aussi, c'est une des plus grandes gastronomies au monde. Et quand même, on parle pas la même langue. Quand on arrive à apprécier les mêmes choses, ça crée un climat de confiance très très fort. Et je trouve que par ce biais-là, ça m'a permis de rentrer en relation avec des gens, de m'asseoir autour d'une table, de partager quelque chose, et sans se parler, ou du moins sans parler la même langue, donc sans véritablement se parler, on arrivait quand même à se comprendre, et je trouvais que c'était quelque chose d'assez fascinant. C'est clair qu'il y a des similitudes là-dessus. Si tu compares avec les Américains, moi j'ai fait des réunions aux États-Unis où on te sert des pizzas dans la salle de réunion, où tu t'arrêtes même pas pour le déjeuner. C'est vrai qu'en Chine, on se retrouve autour de l'art de la gastronomie, très clairement. Et c'est ce qui peut-être nous rapproche avec entre la France et le Japon, la Chine, où je pense qu'il y a cette culture-là. Et moi, je trouve que ça a été très très important. C'est ce qui m'a aussi permis de découvrir la Chine. Et je trouve que par le biais de la gastronomie, on arrive aussi à plonger dans cette culture, à comprendre un peu leur histoire. Et puis j'aime beaucoup l'histoire de manière générale. Donc j'ai regardé un petit peu sur les 2000 dernières années. J'ai été visiter pas mal de sites en Chine. L'histoire de Sun Yat-sen, qui est absolument fascinante. Sun Yat-sen à Hong Kong, docteur en médecine à Hong Kong, qui était le père de la création de la République, donc avec quand même en s'inspirant la Déclaration des droits de l'homme. Exactement. Donc ça c'est absolument. Il y a des chemins de Sun Yat-sen, c'est ça, Hong Kong. On peut suivre un peu sa promenade. Ouais, tout à fait. Bah c'est pas loin d'ici d'ailleurs. Il y a le mémorial au bord à Sheung-Wan, là, le mémorial Sun Yat-sen au bord de l'eau là à Sheung-Wan. Ouais. On peut suivre son parcours, il y a un musée un peu historique, mais là où on retrouve les vraies traces, c'est à Taïwan. On trouve beaucoup plus de traces de Sun Yat-sen. Il y a tout que j'ai le temple, pas le temple, mais comment on pourrait dire ça? Oui, une espèce de mausolée à son effigie. Donc non, l'histoire elle est absolument fascinante, la culture est fascinante, et c'est tellement différent, et tu sais très bien, c'est tellement différent de la perception du temps des ancêtres, de la transmission, de le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, le lien avec la religion, tout ça est tellement différent de nous que moi ça m'a fasciné. Je sais pas si je comprends encore très bien aujourd'hui, mais en tout cas j'essaye de comprendre. C'est ça ce qui est bien, c'est que quand on a un intérêt pour la culture chinoise, pour toutes ces choses que tu viens de citer, il y en a pour une vie entière. C'est tellement riche et complexe que oui. on a de quoi s'occuper. Donc c'est non. Ok, très très intéressant. Et donc le livre, ouais, tu m'avais cité donc une biographie de Mao Zedong que tu avais bien aimé, c'est ça, mais que tu conseilles pas forcément à tout le monde parce que c'est un pavé. Ouais, c'est un pavé. Ça fait 600 ou 700 pages. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre parce que je comprenais pas du tout. C'était très loin de. Il faut quand même. C'est un livre historique, donc il faut comprendre le Comintern, il faut comprendre Chiang Kai-shek, il faut comprendre. La Deng Xiaoping, faut comprendre le cheminement entre la prise de pouvoir de Mao Tse-tung. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais la France avait une concession exactement comme Hong Kong obtenue en 1897, qui s'appelait Fort Bayard, pas très loin d'ici, à peut-être 500 kilomètres au sud.
Mao Tse-tung a repris cette concession. Donc il y a un livre Fort Bayard qui est très intéressant sur justement l'obtention de cette concession par les Français. Alors c'est pas très glorieux parce que c'était pour distribuer l'opium qui était fabriqué en Inde et le distribuer en Chine. Néanmoins, il y a eu cette concession qui a été perdue en 1945. Donc ça c'est un premier livre, et puis le deuxième, la biographie de Mao, qui permet de rentrer dans l'histoire contemporaine, mais avec beaucoup de détails. Donc c'est à la fois passionnant, mais c'est dur de rentrer dans le livre parce qu'il faut avoir un minimum de culture. Ouais, non, c'est complexe. Et tout le monde connaît Mao Zedong, la révolution culturelle. Il y a des choses que tout le monde connaît, mais c'est vrai, quand tu citais la lutte entre les communistes et les nationalistes, enfin en fait c'est une histoire palpitante avec des rebondissements, jusqu'à ce qui se finit par la Grande Marche, etc. Je sais pas si on peut conseiller à tout le monde la biographie, mais de s'intéresser un peu à cette période de l'histoire chinoise, très clairement, c'est passionnant, quoi. Encore une ou deux questions, et on va conclure cette interview. Une question que j'aime bien te poser, qui est le côté Mythbuster. Donc vu que tu connais bien, tu t'intéresses à la culture asiatique, que tu as cette expérience sur Hong Kong, sur Singapour, est-ce qu'il y avait un mythe sur l'Asie ou sur l'un de ces pays en particulier que tu avais peut-être en tête avant d'arriver et que tu aimerais démystifier? Alors, je vais revenir sur les gens, parce que je t'ai dit, c'est quelque chose qui me... J'ai été assez surpris quand je suis arrivé par les histoires qu'on me racontait sur les Hongkongais, en me disant j'ai du mal à me faire des amis, on a du mal à passer cette barrière. Je parle pas de la langue parce qu'ils parlent quasiment tous anglais, donc on peut parler anglais, on peut se comprendre, mais passer outre... moi, j'ai trouvé ça difficile. Enfin, peut-être que j'étais venu avec quelques préjugés aussi, en me disant, mais c'est vrai qu'à Hong Kong, les gens sont dans leur monde, dans leur bulle. Enfin, tu le vois. Et en fait, rapidement, alors par le biais de la gastronomie, donc s'asseoir. Mais bon, il faut rencontrer des gens pour déjà s'asseoir autour d'une table, mais par le biais du sport aussi. Moi, le sport, je fais du basket sur des terrains où il y a que des Hongkongais. J'ai toujours été accepté, sans aucune réticence, toujours, sans exception. J'ai fait ça dans beaucoup de pays dans le monde. J'ai habité au Brésil, j'ai habité au Mexique quand j'étais enfant. C'est pas forcément le cas dans tous les pays. J'ai toujours été extrêmement bien accepté. Et dès qu'on passe ce préjugé-là, de se dire bon, il y a une barrière culturelle, ou il y a une espèce de vitre transparente qui nous sépare. En fait, c'est faux. Il suffit de franchir le pas, d'aller un petit peu en avant. Et en fait, j'ai lié des amitiés qui sont très fortes, et je suis tombé sur des gens qui sont super. Voilà. D'accord. Donc le sport pour aller à travers les différences culturelles et mieux s'intégrer. Ok, super. Et donc la dernière question, la question signature de ce podcast, est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie, ou hacker Hong Kong, au sens large du terme? Ça peut être pro ou perso. Non, j'ai pas d'astuce, pas de conseils à donner particulier. Tu viens de la donner, peut-être que de faire du basket et de se lier d'amitié avec les Hongkongais, c'est un peu ça ton hack. Ouais, peut-être, c'est de s'intéresser aux gens, de faire un tout petit peu d'effort, de parler la langue, et je suis certainement pas un bon exemple pour ça, mais de faire un petit peu d'effort, de faire cet extra effort, et tout de suite il y a un monde nouveau qui s'ouvre vraiment. Enfin, j'en suis intimement convaincu, et c'est normal. On arrive dans un nouveau pays, on doit faire cet effort de s'adapter, voilà. Donc peut-être modestement, je dirais ça. D'accord, très bien. Je te remercie, Pierre. On va s'arrêter là. Merci, Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!